Merci d'être avec nous pour cette dernière séquence de la journée. On est toujours au Quai des Savoirs de Toulouse. Alors non, faire des enfants n'est pas mauvais pour la planète. Serrez-vous un peu plus. L'année dernière, nous fêtions nos 8 milliards sur Terre. Et alors que certains tentent de soigner leur éco-anxiété à coups d'ampoules LED, de compost ou de véhicules hybrides, d'autres ont trouvé la solution ultime, ne pas faire d'enfants. À 60 tonnes de CO2 par an et par individu, le calcul serait vite fait. Chaque tête blonde ferait peser un tribut bien plus lourd à la Terre qu'une bonne poignée d'aller-retour en avion au-dessus de l'Atlantique. Sauf que les notions de surpopulation, de boom démographique, de natalité sont des concepts trompeurs et facilement manipulables. À cette question simple, combien d'êtres humains peut supporter la planète Terre? Notre invité préfère répondre par un foisonnement de questions politiques, éthiques, intimes, qu'il se fait un plaisir de porter à notre attention tout de suite. C'est Emmanuel Pont, ingénieur, auteur de Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète? Il répond aux questions de Nicolas Bastuc, journaliste au Point, sous applaudissements. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Emmanuel Pont. Bonsoir. Vous êtes ingénieur, Oui. Vous avez été consultant, créateur de start-up, jeune cadre dynamique, et puis un jour vous vous êtes passionné pour la démographie au point de reprendre des travaux de recherche. Vous êtes doctorant à l'INED, le saint des saints de la discipline, où vous préparez une thèse en effet sur l'évaluation des liens entre population et climat, et on est tout à fait dans notre sujet. Et vous publiez ce livre remarqué, au titre accrocheur et qui ne rend pas forcément compte de toute sa complexité, de toute la richesse de ses sources et de son propos. Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète, chez Payot? Alors, je vous pose la question directement. Si nous voulons sauver la planète, faut-il arrêter de faire des enfants, appuyer sur pause, ou en tout cas prendre nos précautions? Alors, en un mot, non. Voilà, bonne soirée. Alors, si on veut, en deux mots, pas vraiment. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette question qui est en fait bien plus compliquée? Il y a deux grands sujets. Alors, le premier, c'est à l'échelle du pays ou de l'humanité. Est-ce qu'on est trop sur Terre? Si on est trop pourquoi? Si on est trop, qui est en trop? Est-ce qu'on peut réduire la population, de préférence en évitant de tuer les gens quand même? Est-ce qu'on peut agir et pour quel effet du coup sur l'environnement? Donc ça c'est le premier axe et sur lequel je vais répondre pas vraiment, mais un petit peu quand même, mais c'est dangereux. Et la seconde question, c'est celle qu'on peut se poser en tant qu'individu, en tant que parents, futurs parents, personnes qui se posent des questions là-dessus tout à fait raisonnables, qui sont est-ce que je dois avoir un enfant? Est-ce que c'est contribuer à cette surpopulation? Est-ce que c'est créer un pollueur de plus? Et cet enfant, dans quel monde est-ce qu'il va vivre? Est-ce que les perspectives sont catastrophiques? Est-ce qu'on va lui faire vivre quelque chose d'atroce? Ou est-ce qu'au contraire, il faut espérer? Et là encore, je pense pas vraiment, que ce n'est pas une bonne raison d'arrêter d'avoir des enfants, mais ça peut quand même être une raison de faire attention à son impact individuel et celui de ses enfants, et de s'inquiéter pour peut-être aussi des bonnes raisons pour l'avenir. Alors on va y revenir, mais revenons au commencement. Au commencement était Jésus-Christ, enfin il y avait des hommes avant Jésus-Christ, mais démarrons en l'an 0. À l'époque, 220 millions d'habitants sur la planète. On peut peut-être montrer d'ailleurs la trajectoire démographique que nous avons connue depuis 20 siècles. Nous étions donc 220 millions au moment de Jésus-Christ, 1 milliard en 1800. Nous sommes aujourd'hui 8 milliards. Qu'est-ce qui explique cette courbe parfaitement ascendante, cette explosion à compter de 1800, 1900 Ouais. Alors c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on voit ça. On était très peu et même quand on regarde encore plus tôt les débuts de l'agriculture, il y avait quelques millions d'humains sur Terre. Et cette population, elle a augmenté très lentement. Et à un moment, il s'est passé
beaucoup de choses, au XVIIIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Il y a eu notamment une forte baisse de la mortalité, grâce à des gains de santé, d'alimentation, d'hygiène, qui a fait que dans des pays, au début les plus riches, les pays européens, puis après le reste du monde, les gens sont moins morts. Alors, il faut voir que ce monde, par exemple, l'époque de Jésus-Christ, mais c'était le cas pendant des siècles, c'était encore le cas au XVIe siècle en France, les gens avaient 5 ou 6 enfants par famille, et il y avait la moitié qui mourait avant d'atteindre l'âge adulte. Donc forcément, il y avait une population à peu près stable qui augmentait lentement, mais avec beaucoup d'enfants. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, il y a eu moins de morts. Et donc, il y a eu beaucoup plus de gens qui ont survécu qui survivent. Et donc, le temps que la natalité s'adapte, que les gens se rendent compte qu'en fait, ils n'ont plus besoin d'avoir autant d'enfants, et la population a explosé. Et donc ça, c'est quelque chose qui se passe, ce qu'on appelle la transition démographique, qui s'est passée plus ou moins vite selon les pays. Alors la France a été le premier pays au monde à avoir sa transition démographique. Alors là, il faut que vous expliquiez, parce que vous en parlez beaucoup dans le livre, vous donnez même la définition, il y a un petit encadré, mais expliquez-nous ce qu'est la transition démographique. C'est ce phénomène où on passe justement de ce monde à forte natalité et forte mortalité, où la population est à peu près stable, à un monde à faible natalité et faible mortalité. Et évidemment, pendant la période transitoire, on a une faible mortalité, parce que c'est toujours la baisse de la mortalité qui commence, et une forte natalité, et la population augmente rapidement. Donc la France l'a fait à partir du XVIIIe siècle, elle a mis 200 ans à adapter ça. Il y a des pays qui l'ont fait très vite. Et pourquoi est-ce que cette population explose au XXe siècle ? Parce qu'en fait, la majorité de l'humanité a fait sa transition démographique. Alors ce graphique, il est un peu trompeur, parce que quand on le regarde, on a l'impression d'une verticale et que ça va crever le plafond. En fait, quand on zoome dessus, on se rend compte que en fait, cette croissance est ralentie. Et elle ralentit depuis à peu près années 60-70. Pourquoi ? Parce que justement, beaucoup de pays sont en train de terminer cette transition démographique. Et aujourd'hui, la majorité des pays de l'humanité le sont. Bon, par exemple, on a encore toujours peur de la population de l'Inde. L'Inde, aujourd'hui, a 2 enfants par femme. Donc l'Inde a une population qui va se stabiliser. Elle ne se stabilise pas tout de suite parce que forcément, les gens qui ont des enfants aujourd'hui, ils ont 30, 40 ans, ils sont nés quand ils étaient plus nombreux. Et donc, il y a quand même plus de familles qui ont des enfants et il y a moins de gens qui meurent qui, eux, sont nés quand il y avait encore moins de monde. Alors, c'est ma prochaine question. La démographie, c'est un peu comme la météo. D'ailleurs, vous ne parlez pas de projection, mais de prévision. On peut faire des prévisions à court terme assez fiables. Pour le long terme, c'est beaucoup plus aléatoire. Alors, quelle est la trajectoire ? Combien serons-nous en 2050 ? Est-ce qu'on peut le prévoir ? Alors, c'est plutôt l'inverse en fait. Les démographes n'aiment pas parler de prévision parce que justement ils n'ont pas de projection. Donc alors ils n'ont pas de boule de cristal sur ce qui va se passer, sur quand la Troisième Guerre mondiale va commencer ou la pandémie de Covid-27 ou voilà. Tout ça, forcément on ne le sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est on a un rythme auquel les gens meurent qui augmente, qui diminue. On vit de plus en plus longtemps, donc ça c'est des tendances qui vont sans doute se prolonger mais qui peuvent aussi plafonner. On ne va pas forcément vivre jusqu'à 200 ans, il y a des limites biologiques. On voit aussi que les gens ont de moins en moins d'enfants pour un certain nombre de raisons. Et donc quand on projette ces tendances-là, ça nous donne une idée d'où est la population. Et donc on a ce paradoxe où à la fois en 2050 on sait assez bien quelle est la population, parce qu'en fait à moins qu'il y ait une catastrophe ou un changement très fort, la majorité des gens qui vivront en 2050, en fait, ils sont déjà là. Et du coup, en 2050, l'humanité devrait être entre 9 et 10 milliards d'habitants, et on en est à peu près sûr. Par contre, plus on regarde loin dans le temps, et forcément, moins on le sait. Et donc là, y a beaucoup de débats sur des grandes questions comme est-ce que on va réussir à continuer à améliorer l'espérance de vie ? Est-ce que la natalité va continuer à baisser dans les pays riches ? Aujourd'hui, elle continue à baisser et elle baisse en dessous de 2 enfants par femme. Est-ce que l'Afrique, parce qu'aujourd'hui c'est le grand continent où il y a une croissance démographique qui n'a pas terminé sa transition, est-ce que l'Afrique va continuer à faire sa transition démographique ? Est-ce qu'elle va accélérer ? Est-ce qu'elle va ralentir ? Et quand on regarde les projections d'il y a 20 ou 30 ans, sur la population mondiale, ça tombait pas trop mal. Quand on regarde par continent, les démographes se sont complètement plantés.
Tout le monde pensait que l'Asie ferait une transition démographique lente. Ça a été très rapide. Puis après, tout le monde s'est dit « Ah, bah, l'Afrique va se développer comme l'Asie, elle va faire une transition démographique rapide. » Pas du tout. L'Afrique est en train de faire une transition démographique plutôt lente. Et évidemment, tout ça, c'est lié à des questions politiques, à du développement, et donc sur lesquelles on a des idées, mais on n'a pas de boule de cristal. Alors, quoi qu'il arrive, nous sommes inquiets. Les pays riches, on peut y inclure la Chine, se désespèrent de voir leur natalité stagner ou baisser, et en même temps s'inquiètent de voir celle des autres progresser, notamment en Afrique ou en Inde, comme vous le soulignez. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe, cette vision un peu duale ? Ce paradoxe, il n'est pas nouveau. Depuis, je veux dire presque depuis toujours, on a toujours envie d'être plus chez nous et moins chez les autres, parce qu'il y a quand même une dimension de rapport de puissance qui n'a pas complètement disparu. Donc on voit toujours le nombre des autres comme une menace et le nombre des siens comme au contraire son équipe. Voilà. Et après, chacun met la limite où il veut sur ce qui est les siens ou ce qui sont les autres. Mais c'est toujours un peu risqué. Et avoir peur du trop-plein des autres et de se dire nous, on n'est pas assez, ça se finit pas toujours très bien. Alors, on en vient au cœur de votre livre. Je précise que dans ce livre passionnant et foisonnant, toutes les choses que nous venons de survoler sont largement détaillées avec beaucoup d'éléments historiques, scientifiques. Mais revenons-en donc au cœur de notre débat, l'impact écologique de la natalité. Alors, deux courants s'affrontent aujourd'hui. On pourrait les appeler les écolos malthusiens. Il faut faire moins d'enfants, voire plus d'enfants du tout. Ce sont les GINKS, les Green Inclination No Kids. Et puis, à côté de ça, on a les natalistes qui, comme Elon Musk, considèrent qu'il faut faire un maximum d'enfants. Plus on sera de fous, plus il y aura du progrès, à condition d'être intelligent. C'est en tout cas ce que pense Elon Musk à ce sujet. Alors, une réduction de la population mondiale aurait-elle des effets sur le climat ? Ou pour dire les choses autrement, aurions-nous des raisons d'être moins inquiets si nous étions moins nombreux ? Alors, il y a plusieurs questions derrière. Déjà, quelle population mondiale ? Les questions, c'est pas le cas exactement pareil pour toutes les questions sur l'environnement. Quand on regarde le climat, alors le climat c'est vraiment un problème mondial parce que quand on brûle du pétrole, la molécule de CO2, qu'elle soit émise en France, en Chine, en Afrique, etc., elle a exactement le même effet partout sur Terre. Donc on a un vrai problème global là-dessus, qui n'est pas le cas sur d'autres pollutions qui sont plus proches. Sur le climat, on se rend compte qu'en fait, la grande majorité des émissions, c'est les plus riches. La moitié des émissions de l'humanité, c'est les 10% les plus riches. Combien La moitié ? Oui. C'est combien les plus riches ? Pardon, oui. La moitié des émissions de l'humanité, c'est la moitié, c'est les 10% les plus riches. Alors je pense que dans la salle, on est, la majorité d'entre nous, on est là-dedans, soyons clairs. Au contraire, les plus pauvres, c'est quasi rien. Et il se trouve que cette croissance démographique de la population, où est-ce qu'elle est ? Elle est tout en bas. Et c'est lié, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que les gens ont encore beaucoup d'enfants en Afrique et dans les pays pauvres ? Parce qu'ils sont pauvres, et donc, vu qu'ils sont pauvres, ils polluent moins. Et à l'inverse, les gens qui polluent le plus, c'est aussi des gens qui ont peu d'enfants. Et donc, et qui sont peu globalement. Et donc, évidemment, cette question de population mondiale sur ce sujet-là, c'est assez trompeur. On met dans le même sac, compte pour un, le milliardaire américain et l'Indien d'Amazonie. C'est ce que vous dites, il n'y a pas d'enfants moyens, il n'y a pas de pollueurs moyens. Il n'y a pas de personnes moyennes. Et donc oui, ils sont tous les deux dans la population mondiale. Quand on calcule une moyenne d'émissions par personne, ils vont compter pareil, mais en fait, ils n'ont absolument rien à voir sur tous les plans. Et donc évidemment, on a peur on peut avoir peur de la croissance de la population dans des pays qui aujourd'hui sont pauvres, qui sont très loin de rattraper les pays riches, et qui par ailleurs, pour combiner à l'injustice de cette histoire, sont les principales victimes du réchauffement climatique. Déjà pour des raisons démographiques, parce que pas de chance, ils sont plus proches de l'équateur, ils ont plus chaud, donc ils vont avoir encore plus chaud, et après parce que c'est les pays qui ont le moins de moyens pour s'adapter. Alors je vous pose deux questions très laconiques, très simples, dans leur formulation et le nombre de mots qu'elles emploient. Qu'en serait-il si nous divisions la population mondiale par deux ? Si en 2050 ou 2100, nous parvenions au chiffre de
de 5 milliards. Hein. Est-ce que ça irait mieux? Alors, c'est une bonne question. Alors, on va quand même. Est-ce qu'on peut diviser la population par deux En si peu de temps? Oui. sans tuer trop de gens? Oui. C'est compliqué. Oui. Alors, si on regarde dans un pays riche, par exemple la France, pour diviser, si par exemple on mettait en place l'enfant unique demain, c'est quand même déjà Alors ça, c'était ma deuxième question. un peu violent. Oui, Ah, oui. bon. Mais allons-y. Comment on y arrive? Ça en fait partie de l'équation. Si on met en place l'enfant unique demain, donc quand même quelque chose d'assez drastique, et ben en fait, il faut attendre 2100 pour diviser la population par deux. Et en fait, la population a beaucoup d'inertie. C'est lent, tout simplement, parce que les gens vivent 80 ans. Et donc, si on diminue les bébés aujourd'hui, et ben, le temps que ça se voit vraiment dans la structure de la population, ça met beaucoup de temps. Et donc, 2100 par rapport aux échelles de temps écologiques, c'est beaucoup trop tard. Et après, qu'est-ce qui se passerait si on était vraiment 2 fois moins? Alors là, c'est une question qui est très difficile, parce que est-ce que si on était 2 fois moins, est-ce qu'on polluerait 2 fois moins? Est-ce qu'on n'irait pas plutôt tous en week-end à Ibiza? On aurait des maisons 2 fois plus grandes, on pourrait manger 2 fois plus de viande, l'humanité fermerait clairement pas la moitié des puits de pétrole, on aurait une abondance de pétrole à brûler. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Et qu'est-ce qui se passerait politiquement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes questions qui se posent sur le réchauffement climatique, c'est notamment des questions d'inégalité. On a vu, c'est les riches qui polluent et c'est les pauvres qui trinquent. Un monde où on serait 2 fois moins, il serait tout aussi inégalitaire. C'est un monde où on a du mal à coopérer entre pays, parce que c'est un problème vraiment commun, global, et du coup, chaque pays a intérêt à être égoïste et à ne pas faire d'efforts. Mais en fait, on est obligé d'en faire pour que ça marche. Donc, est-ce que c'est plus facile à coopérer si on est 2 fois moins? Non. Est-ce que c'est plus facile de penser à long terme? Parce que c'est vrai que dans un calcul égoïste à court terme, on n'a pas intérêt à faire d'efforts. Parce que les perdants du réchauffement climatique, c'est les plus jeunes, c'est les générations futures, ou encore après, et ils ne sont pas là, ils ne votent pas, ou ils ne votent pas encore, et donc on n'a pas non plus intérêt. Et donc en fait, on se rend compte qu'on serait 2 fois moins, et bien certes, c'est un petit peu plus facile en théorie, en pratique, on a répondu à rien. Alors il y a ce chiffre qui avait fait beaucoup parler de lui, paru en 2017 dans une étude de la revue Research Letters, c'est le bilan carbone du bébé. Un nourrisson pèserait, pardonnez-moi cet horrible verbe, 60 tonnes de CO2. Alors d'où sort ce chiffre, sachant que l'empreinte carbone d'un Français moyen, c'est 6 fois moins? En quoi le bébé serait un hyperproducteur d'oxyde de carbone? Tout à fait. Alors ce chiffre, il n'est pas faux, mais il est très trompeur parce que comment il est calculé? Ce n'est pas les émissions qui vont être liées directement à la vie de ce bébé, ses couches, puis sa consommation, puis etc. C'est toutes les émissions de lui et de sa descendance future jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire un impact de toute la chaîne causale qu'il peut y avoir, après en divisant les responsabilités à chaque génération, et tout ça avec des hypothèses pessimistes sur le fait que on continuera à émettre autant qu'aujourd'hui. Donc c'est un scénario qui est peu probable, on ne va pas continuer à émettre autant qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour des raisons géologiques ou parce qu'il y aurait des problèmes. Et philosophiquement, ça n'a absolument rien à voir avec, par exemple, abandonner la voiture à essence que vous voyez juste au-dessus. Abandonner la voiture à essence, c'est un choix de consommation qu'on peut faire, qui aura un effet, alors qu'il y aura un effet sans doute plus faible parce que peut-être que l'essence qu'on n'a pas brûlée, quelqu'un d'autre la brûlera, mais ça n'a rien à voir avec des émissions qui vont être peut-être dans 100 ans, de manière complètement hypothétique sur ma descendance hypothétique. Donc c'est extrêmement fallacieux de proposer ce chiffre, et il y a beaucoup de parents qui se disent « Ouh là là, je suis en train de faire une connerie, je suis coupable », ou à l'inverse, des gens qui vont se dire moi, mes vacances à Bali, pouet-pouet, vous qui avez des enfants, vous êtes bien pire. » Donc ce chiffre est embêtant. Alors moi j'avais proposé un contre-calcul qui est si on prend les émissions d'un enfant, vraiment lié à sa consommation, et après qui suit une trajectoire qui est de réduction des émissions compatible à l'accord de Paris. Combien ça fait? Ça fait à peu près 1 tonne par an. Voilà. Donc ça vous donne une idée, c'est 60 fois moins, donc en termes d'ordre de grandeur, ça n'a rien à voir. C'est pas zéro, parce que forcément, quand on vit, on a un impact et qui ne sera jamais entièrement nul.
Voilà, mais Alors, ça reste limité. il y a cette phrase qui résume un petit peu toute votre philosophie. Je l'avais notée parce qu'elle est, elle est assez drôle et parlante. Une phrase qui résume votre pensée. La liberté de procréer est un droit fondamental, pas celle de prendre l'avion. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on est en train de comparer la vie d'une personne à des choix de consommation qui, évidemment, n'ont rien à voir, ne sont pas la même chose. Il y a sur ce débat, alors que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle globale, cette pente éthique qui est assez dangereuse, qui est qu'à partir du moment où on choisit qui a le droit d'avoir des enfants, où on essaye de le limiter, de le forcer aussi, le même problème, on choisit qui a le droit de vivre. Et c'est vrai que historiquement, les pays qui ont fait l'un ont fait l'autre, généralement. Et ce n'est pas les gouvernements dans lesquels on a envie de vivre. Alors là, on passe un petit peu de la démographie à la philosophie avec cette question assez vertigineuse. Est-ce que la vie vaudra d'être vécue demain? Est-ce bien raisonnable de jeter un nouveau-né dans ce monde menaçant dans lequel il pourrait être menacé? C'est une question grave en fait que vous posez quand vous vous demandez s'il faut arrêter de faire des enfants pour sauver la planète. Oui, c'est une question grave et qui est, Ontologique presque. qui est compliquée parce qu'on n'a pas de boule de cristal là-dessus. C'est une question qui est pas. On se dit toujours, oui, nos parents, grands-parents ou autres avaient peur de l'apocalypse nucléaire. C'est pas exactement la même chose. C'est vrai que sur l'aspect, sur l'environnement, on a un peu cette impression d'aller vers le mur, de savoir qu'il est là et de continuer à accélérer. C'est pas le même sentiment. Après, ce qui est, je pense, intéressant là-dessus, c'est que effectivement, il y a un risque qui est grave, qu'il se passe plein de choses, que beaucoup de choses, beaucoup des pires catastrophes et des effets des catastrophes ne sont pas gravés dans le marbre. Ils vont notamment beaucoup dépendre de la manière dont l'humanité réagit et qui, est-ce qu'on s'entraide, est-ce qu'on partage. Après, dans un monde qui s'entraide, qui partage, qui regarde à long terme, etc., c'est aussi un monde qui réduit aussi avant le réchauffement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas notre monde. Donc pour moi, on a d'excellentes raisons d'être inquiets, ce qui ne veut pas dire que la vie d'un enfant sera horrible. Enfin, je pense que beaucoup de choses peuvent se passer, qu'on a beaucoup de choix et qu'en moyenne, le français moyen est plutôt privilégié dans le monde. Et après, que même des vies qui ont des parts de choses horribles peuvent tout à fait valoir la peine d'être vécues. Et ça, c'est un choix qu'on ne peut pas faire à la place des gens, et que heureusement, on ne peut pas faire à la place des gens. Alors je ne vais pas violer aujourd'hui votre vie privée, mais vous êtes un jeune papa depuis 1 an, un petit garçon, me disiez-vous tout à l'heure. Est-ce que vous vous êtes posé la question avec votre partenaire d'avoir des enfants? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si c'était raisonnable? Est-ce que vous allez peut-être en faire d'autres, des enfants? Comment vous avez... Je vous pose la question non pas parce que c'est intéressant votre vie privée, mais pour savoir un petit peu comment vous avez raisonné, quelle réflexion vous avez eue. Alors, c'est une des inspirations, évidemment, pour écrire ce livre. Je l'ai écrit à une époque où je me posais la question et où c'était une part importante de mes interrogations. Alors l'autre part étant sur le débat écologique, c'est quelque chose qui a l'air d'être un peu évident, dont on parle beaucoup et qui mérite plus de réflexion. Moi, je me suis beaucoup posé la question parce que je me pose beaucoup de questions. Ma compagne beaucoup moins sur là-dessus parce qu'elle est moins inquiète sur le sujet écologique. Et à l'arrivée, on n'a pas vraiment débattu, tout le monde était d'accord. Voilà. Donc on a choisi d'avoir un enfant. Moi, informé par mes réflexions de ce livre. Elle, informée par une vision plus instinctive, je dirais, de est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants, comment est-ce qu'ils peuvent vivre. Voilà. Est-ce qu'on en aura d'autres? Je ne sais pas encore. Alors c'est bien, on a un petit peu le temps pour faire un peu d'histoire, et il y a de l'histoire dans votre livre. Quand on n'y connaît rien et qu'on nous dit démographie, il y a un nom qui nous vient, c'est Malthus. Et vous brossez de lui un portrait assez peu reluisant dans votre bouquin. Alors, qui était Malthus? Est-ce que c'était un écolo avant l'heure ou un horrible conservateur social, lui qui déclarait que la fécondité des pauvres est un vice moral?
Je crois que vous avez donné la réponse. Oui. Mais, alors Malthus, c'était un pasteur anglican de la fin du XVIIIe siècle, enfin, qui a commencé à écrire à la fin du XVIIIe siècle, donc à l'époque des révolutions, et qui écrivait d'ailleurs justement en réponse à des penseurs progressistes comme Godwin ou Condorcet, qui plaidaient pour un monde plus égalitaire. Et donc, la réponse de Malthus, c'était qu'il y a une loi naturelle qui dit qu'on ne peut pas être plus que les ressources qu'on a pour nourrir les gens, ce qui jusque-là est un truisme. Ça a été très longtemps le critère. Hein. Et c'est vrai, et c'est toujours vrai. Oui. Enfin, ça reste vrai au-delà après des questions de répartition ou autres dont on pourra parler. Mais donc il y a cette limite, on ne peut pas être plus que ce qu'on peut nourrir. Et quand un certain nombre de gens, donc les plus pauvres de la société, sont à la limite de la survie, eh bien, quand on les aide, ce qui dit, c'est qu'il va y en avoir plus qui vont survivre, et donc ils vont être plus nombreux pour se partager des mêmes ressources, et donc ils seront tout aussi à la limite de la survie. Et donc, ce qui fait, qui est un peu génial, c'est qu'il dit que la pauvreté est en fait une loi naturelle. Et donc, une loi naturelle qui dit loi divine et qui dit justifiée. Et donc, c'est une justification extraordinaire de l'ordre social. Et il ajoute à ça, si les pauvres savaient se réfréner et pas avoir autant d'enfants, eh ben, ils pourraient sortir de ce piège, mais ils ne le font pas parce que ils sont faibles. Et donc, en plus de justifier la pauvreté et donc l'inégalité du monde, il rajoute que c'est vraiment la faute de ceux qui en sont victimes. Et ça a été la grande inspiration des politiques conservatrices au XIXe siècle. Beaucoup de gens l'ont écouté et n'ont pas voulu donc aider, par exemple, la grande famine de la pomme de terre en Irlande. Le gouvernement anglais a dit ça sert à rien de les aider parce qu'ils seront plus et donc voilà, autant réduire la population. Donc voilà, j'ai pas une très haute opinion de Malthus pour cette raison-là. Je précise que votre livre, vous allez le dédicacer juste après ce débat dans le hall. Hein. J'aurai 8 milliards de questions à vous poser, ou presque, mais nous allons entendre celle de la salle avec Boris. Celle de la salle est la première. Si les écolo-sceptiques continuent à faire des enfants et les écolos se restreignent, comment évoluerait la société, le monde ? Alors, c'est une question qu'on entend beaucoup. Déjà, j'aime pas trop ce cadre parce que c'est clairement un cadre eugéniste. C'est-à-dire s'imaginer que les idées des gens vont être définies par leurs parents, c'est quelque chose qui est faux, qu'il est d'autant plus sur l'écologie où c'est souvent les enfants qui éduquent leurs parents. Ou inversement. Ou inversement. Ouais. Voilà. Là, on sent que Nicolas a quelque chose à nous dire. Non, Alors, mais- allongez-vous un peu plus, Nicolas. Non, mais il n'y a pas que des enfants qui éduquent les parents. Certains parents éduquent aussi leurs enfants. Tous les enfants n'ont pas cette conscience. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bien sûr, oui. Voilà. Bien sûr. Et après, il y a cette idée, est-ce que on doit compter sur les enfants écolos pour le monde, pour sauver le monde? Malheureusement, non. Parce que les enfants écolos, ils vont naître à 0 ans. Il va falloir attendre qu'ils en aient 40 ou 50 pour qu'ils aient un peu de pouvoir. Il y a des chances que ceux qui aient le plus de pouvoir, d'ailleurs, à ce moment-là, ce ne soient pas les plus écolos. Et donc, c'est beaucoup trop tard. Donc, aujourd'hui, qui doit faire quelque chose? C'est les adultes qui ont du pouvoir. Dans les films et les séries TV, on a désormais un méchant sur deux qui veut, comme Thanos, tuer la population mondiale pour sauver le monde, la moitié de la population mondiale, j'imagine. Qu'est-ce que ça dit de notre société comme nouveau mythe ? C'est quelque chose que je trouve très dommage, c'est-à-dire qu'on balance comme ça, sans expliquer dans des films grand public que réduire la population mondiale serait une solution. Parce que quand on regarde par exemple le film Avengers, quand Thanos a divisé la population par deux, par miracle, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, les gens prennent le vélo. On respire. Voilà, c'est incroyable. Hein. Et qu'on balance que c'est une solution et que c'est une solution que les gens veulent pas. Et donc que l'écologie, en fait, c'est mauvais. Donc je trouve ça extrêmement pervers. Alors qu'en fait, ça n'aurait pas vraiment d'effet, ça répond pas aux bonnes questions. Voilà. Je réagis à votre propos. Faire un enfant est un droit, pas prendre l'avion. Et prendre l'avion pour voir ses enfants. Nos choix de consommation sont aussi des choix pour nos enfants. Non ?
Oui, c'est aussi des choix pour nos enfants, mais ce n'est pas un droit fondamental d'aller voir ses enfants, tout comme ce n'est pas un droit fondamental pour ses enfants d'aller habiter à l'autre bout du monde. Et il y a d'autres moyens d'aller les voir que de prendre l'avion. Bon, c'est un sujet qui est toujours délicat parce que pour les gens qui vivent ça et qui se retrouvent dans des situations, ce genre de situation, ils se prennent le débat sur l'écologie dans la figure et on leur dit prendre l'avion, c'est pas bien, et c'est vrai. Enfin, dans un monde soutenable, on prendra moins l'avion et ça aura des impacts sur nos modes de vie. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on le gère? Est-ce qu'on se déplace moins? Est-ce qu'on va vivre moins loin? C'est probable. Un autre arrangement de société à trouver, mais c'est sûr que si tout le monde a des excuses du type à aller voir ses enfants à l'autre bout du monde pour à peu près tout ce qu'on fait qui doit changer, donc à ce titre-là, on ne changera jamais rien. En fait, poser la question de la natalité, c'est ne pas changer d'autres comportements et de maintenir une forme de statu quo sur le matérialisme et la consommation. Oui, alors ça peut l'être. Ça l'est pour beaucoup de gens, hein, et ça l'a été historiquement pour certains mouvements écolos que j'appelle éco-malthusiens, qui disent, au lieu de faire des efforts chez vous, financez la contraception en Afrique. Et il y a un problème de calcul, il y a un problème de responsabilité. C'est vrai que, par exemple, quand on fait des calculs un peu simplistes du type, si on était 2 fois moins, on pourrait polluer 2 fois plus pareil, on a ce raisonnement derrière, qui est que si on était moins, on aurait à moins faire d'efforts, qui sont un peu vrais et qui répondent pas en même temps aux questions qui fâchent sur le mode de société dans lequel on vit, comment est-ce qu'on partage entre les différentes personnes, comment est-ce qu'on gère ce changement. Voilà. Emmanuel Pont, quand vous avez écrit ce livre, vous doutiez que ça allait susciter des réactions épidermiques, des réactions de rejet ou d'adhésion. Si vous deviez regrouper en petits groupes les réactions, c'est quoi majoritairement, et où est-ce que vous avez été surpris de la réception de votre livre? Alors, il y a des gens qui considèrent que rien que poser la question, c'est dangereux. Ils ont en partie raison. C'est vrai. C'est plutôt les natalistes qui trouvent que la question est dangereuse. C'est plutôt natalistes, mais ils disent on pose pas la question est-ce qu'il faut tuer les vieux, pourquoi est-ce qu'on pose la question est-ce qu'il faut interdire de faire des enfants, et ils ont raison. Et en même temps, c'est une question que se posent quand même beaucoup de gens. Et j'ai essayé de partir de cet angle-là, c'est-à-dire je suis moi-même un parent concerné, ou je suis moi-même un citoyen du monde concerné qui me pose des questions légitimes sur la population. Comment est-ce que j'y réponds ? Et comment est-ce que j'y réponds? Évidemment, d'un point de vue éthique, c'est-à-dire pas purement en considérant qu'on est dans un jeu vidéo où on peut faire baisser la population en appuyant sur un curseur, parce que c'est toujours le risque. En démographie, on compte des êtres humains, des sujets au sens philosophique qu'il faut pas oublier. Et donc, comment est-ce qu'on peut regrouper ces différents types de questions sans oublier l'aspect philosophique, l'aspect politique, parce que c'est aussi important. Il y a tout un historique extrêmement sombre du contrôle des naissances dans beaucoup de pays, qui souvent a eu des inspirations écologiques, oui. Qui a eu aussi des inspirations écologiques. C'est-à-dire que, par exemple, l'Inde a eu un programme de stérilisation forcée qui était financé par des donneurs occidentaux qui avaient peur de la surpopulation et qui disaient on vous aide à faire du développement si vous contrôlez votre natalité. Et voilà, ils n'ont pas été très regardants sur la manière dont c'était fait. Et ça a été comme ça dans beaucoup de pays. Oui, il n'y a pas que la Chine qui... Il n'y a pas que la Chine, il y a beaucoup de pays, mais même en France. Alors à La Réunion, il y a eu des cliniques qui faisaient des stérilisations forcées sur les femmes noires, indiennes ou métisses à partir de 2 ou 3 enfants. Moyennant un petit pécule parfois. Dans les années... Non, c'était un choix du directeur de la clinique. C'était dans les années 60-70. Ça a fait beaucoup de bruit, mais voilà, les raisonnements de ce genre, ils sont pas... Ça a été le cas aux États-Unis, à Porto Rico. Il y a un tiers des femmes à Porto Rico qui ont été stérilisées. Énorme. Non. Je vous prête mon micro, Boris.
On parlait d'énergie toute l'après-midi, mon oreillette me lâche, le micro me lâche. Et la réaction qui vous a le plus surprise, je vous disais tout à l'heure, vraiment dans la gamme de réactions par rapport à votre livre, parce qu'on sait, je l'ai dit, je le répète, que ça suscite des choses assez profondes. Et un angle mort, quelque chose que vous n'aviez pas envisagé en écrivant, et certains de vos lecteurs ou lectrices ont fait des retours surprenants. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit vous faites ça pour justifier votre famille nombreuse ou qui n'existait pas, enfin qui n'existe pas et qui existait encore moins à l'époque. Et c'est vrai que c'est un sujet où forcément, enfin, on essaye les uns et les autres de justifier ses choix. Bon, ça l'était pas, mais j'ai eu des retours assez agressifs de cet ordre-là. Merci en tout cas pour votre témoignage, on vous applaudit. Et on rappelle à l'instar de ce que vous évoquiez il y a quelques minutes que vous êtes en dédicace juste à côté. Alors cette première journée de Futurapolis s'achève, on vous donne rendez-vous demain à 10h. Il sera question du fameux blob, de la fin de l'énergie pas chère. À midi, vous pourrez rencontrer et poser vos questions à Clément Beaune, le ministre des Transports. Il sera là à midi demain. On parlera ensuite de climat, de gluten, d'allergie, d'endométriose et d'exploration spatiale. Oui, tous ces sujets sur une seule et belle journée. Alors à demain, on compte sur vous. Merci.